Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Louis Ozelter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. Merci de nous accompagner dans cette première heure d'Europe 1 Soir, député Modem d'Eure-et-Loire. Je vois que vous étiez tous, y compris mes deux camarades, sur leur calculette de savoir combien de voix il manquerait ou pas pour les deux motions de censure de demain, celle de LFI et celle du RN. Écoutez Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, qui estime que le temps est compté pour ce gouvernement. Elle l'a dit ce matin. Ça ne tiendra pas sur la durée. Donc si la dissolution n'est pas décidée aujourd'hui, elle sera décidée peut-être dans 3 semaines ou dans 3 mois. De toute façon, le gouvernement tombera pour vous. De toute façon, le gouvernement tombera. C'est une évidence. Sauf que ceux qui auront soutenu ce gouvernement, contre vents et marées, contre la raison, contre la décence, très certainement le paieront extrêmement cher aux élections. Philippe Vigier, un pronostic pour demain, comme on dit? Écoutez, c'est l'heure de vérité demain. Et on Ça, verra, vous me l'apprenez pas. chacun prendra ses responsabilités. Moi, je pense que... Ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? Parce que ça... je vais vous répondre très simplement. Vous m'avez posé une question, quel pronostic? Je pense que la censure ne sera pas votée. Donc, que le gouvernement tiendra. D'abord, c'est pas tenir pour tenir. C'est tenir pour la France, c'est tenir pour un minimum de stabilité économique. Tous ceux qui doutent, ils viennent sur le terrain, ils verront ce que disent les chefs d'entreprise, ils verront ce que disent les collectivités, tout le monde en a ras-le-bol de ce qui se passe. Et puis, pardonnez-moi, il y a eu quand même des choses très fortes qui ont été dites par le Premier ministre, plus de 49.3. Les députés que je suis peuvent vous dire que plus de 49.3, c'est nous qui avons la main pour demain définir le budget à partir du cadre qu'il a été donné. Il a dit deuxième chose... Quel est le cadre légal de cet engagement? Quel est le fait qu'ils le disent devant la représentation nationale? Est-ce que ça l'oblige? Est-ce que c'est Louis Ozelter fait non de la tête? Est-ce que ça l'oblige? Non, il n'y a pas de cadre légal, mais il n'y a pas de cadre légal. Mais pour moi, il y a la parole qui a été donnée par le Premier ministre de la France. Donc, vraiment, s'il annonce quelque chose à la tribune, en 8 ans de Macronie, vous pensez encore qu'il y a une parole de l'exécutif? Alors, je vous réponds. En 3 ans d'Eurocardie, on a autant utilisé le 49.3. Il y a eu d'autres moments où dans la vie politique on l'a utilisé. C'est la Constitution. Vous savez, cette Constitution qui a été décriée par tout le monde. Moi, ça me fait toujours rire. Dans le coup d'État permanent, M. Mitterrand nous expliquait qu'il fallait surtout supprimer tout cela. Il s'en est accommodé, comme chacun le sait. Cette Constitution, elle est là, elle est solide, elle nous protège. Mais le Premier ministre a dit 3 choses. 1, parce que vous parliez de Bruxelles. D'abord, réduction des déficits publics, c'est une obligation et on va le faire. 2, sur une suspension de la réforme des retraites, ça n'est pas une abrogation. Un demi-mot sur l'abrogation. Abroger, ça veut dire que toutes les avancées pour 3 700 000 Français, 100 € par mois qu'ils ont en plus pour ceux qui avaient des petites retraites. Les mesures d'âge sur ceux qui ont démarré très tôt jusqu'à 21 ans. Les trimestres de maternité qu'on a réussi à faire entrer dans les calculs qui n'existaient pas auparavant, si on abrogeait, tout ça, c'est supprimé. Suspendre, c'est pas mon premier souhait, j'ai défendu la réforme des retraites. Mais on est à un moment politique où il faut savoir composer. On va voir si le Parti Socialiste tient ce qu'a dit Olivier Faure hier soir chez un de vos confrères, aux 20h, en disant qu'il ne censurerait pas. Et puis, chacun sera devant sa responsabilité. Dernier mot. Le patron de la Banque de France, donc c'est pas un politique, c'est pas un économiste. François Villeroy de Galhau. Il a simplement dit, François Villeroy de Galhau, que naturellement, renverser le gouvernement et une censure coûterait une quinzaine de milliards d'euros. Alors on va faire des additions très simples. On sait que la réforme des retraites, la mettre entre parenthèses jusqu'en 27, 400 ça va coûter grosso modo 2 milliards sur 2 années, contre 15, ça va coûter même à la maternelle, les enfants ils apprennent qu'entre 2 et 15, il y a un delta. Louis Ozelter. À propos de cet engagement du Premier ministre de ne pas utiliser le 49.3, vous avez défendu la présence de cet outil constitutionnel dans le texte fondamental, mais est-ce que vous irez pas plus loin? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bêtise du Premier ministre d'avoir lâché en plein vol le 49.3, sachant que, par conséquent, il y a toutes les chances que la discussion budgétaire s'enlise, qu'on n'aille pas au bout, et que du coup, il n'y ait pas de budget? Donc pas de suspension de la réforme de retraite au demeurant, mais pas de budget du tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bêtise et que c'est pas assez souligné le fait d'avoir abandonné comme ça le 49.3? Eh bien, je vous réponds. Moi, je n'étais pas favorable à ce qu'on supprime le 49.3. Je vous le dis très clairement. Mais là, il faut composer. Donc il a tort. Donc Sébastien Lecornu a tort. Non, attendez. De l'avoir fait. Attendez. Je ne suis pas favorable. D'ailleurs, nous, les centristes, ne sommes pas favorables. Mais on a un moment où il faut faire des compromis. J'étais député 15 ans à la Commission des Finances. Je sais comment ça marche. On a le cadre qui est défini. Et on va voir, et on va regarder la foire à la saucisse qui va se passer, celui qui demande des centaines de millions d'euros. Et là, on pointera les doigts. Et je vais vous dire une chose. Chaque député, sur chaque amendement, on regardera ce qui s'est passé et chacun devra prendre ses responsabilités. Parce qu'on peut pas d'un côté annoncer ça une fait trajectoire. Beaucoup de responsabilités. Mais non, mais habituellement, ça se passe pas comme ça. Le budget arrive, on a quelques amendements. Comme vous savez, il y a l'article 40 qui fait qu'en fait, on peut pas déposer un amendement qui coûte de l'argent, par définition. Il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Donc, c'est un véritable acte de responsabilité. Le Parlement et le parlementaire que je suis, on s'est toujours plaint d'avoir des lois de finances qui étaient ficelées, qu'on ne pouvait pas amender. Pire, j'ai connu
des moments où il y avait des deuxièmes délibérations. En clair, on battait le gouvernement dans la nuit. Ça m'est arrivé sous Sarkozy. Ça m'est arrivé sous Hollande. Le lendemain, au petit matin, des potrons minés à 9h du matin, on ouvre. Monsieur le Président, j'ai un truc à vous dire. Le gouvernement souhaiterait une deuxième délibération sur l'amendement qui a été déposé par Pierre de Villeneuve qui permet de donner plus de crédit aux radios privées. Non, mais je blague. Non, mais c'est pour que chacun comprenne bien. Vous vous rendez compte de la frustration pour le débat parlementaire. Vous avez un projet que vous défendez, vous battez le gouvernement et le lendemain, c'est terminé. Donc là, je redis, on s'est privé d'un outil, c'est vrai. Oui. Le gouvernement se prive d'un outil, c'est pour ça que le Premier ministre ne peut pas revenir sur cette parole-là. Donc en fait, on va bien voir, soit c'est n'importe quoi pour faire ce budget, soit c'est un acte de responsabilité, on verra bien. Ce que j'espère. On verra bien. Adrien Matou. Il y a une vraie crainte à gauche, qui est que la discussion s'enlise au Sénat, qu'il y ait un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, et que le texte finisse en commission mixte paritaire. Il faut expliquer aux auditeurs, c'est donc la moitié des députés, la moitié des sénateurs, 14, qui essaient de trouver un compromis. Est-ce que cette peur de la gauche est pour vous au contraire un espoir en vous disant on va finalement profiter de cette entourloupe pour faire un budget beaucoup plus conforme à nos désirs? Philippe Vigier, député Modem. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Quand vous dites entourloupe, je ne vous suis pas là-dessus. Parce que sinon, ça veut dire que la politique, c'est uniquement de la magouille matin midi. Non, mais c'est pas le process habituel. Non, mais je fais pas un procès. Non, mais pour préciser, le PS a signé pour qu'il y ait une suspension de la réforme des retraites. Il pourrait à la fin y avoir un budget sans cette suspension. Donc, eux considéreraient ça comme une forme d'entourloupe. Moi, je vais vous dire une chose. Autant je dis 49.3, on s'en est privé, c'est ainsi, on a fait un acte de contrition en y allant. Là, sur la réforme des retraites, suspension, c'était pas mon premier choix, mais ça fait partie du compromis. Moi, j'honorerai ma parole jusqu'au bout. Voilà. À un moment ou à un autre, on peut pas être parlementaire, dire un truc dans l'hémicycle, un deuxième truc dans la rue, et en commission mixte paritaire, députés et sénateurs, faire une troisième chose. Là, c'est la crédibilité de la parole politique. Pas sûr que les sénateurs de droite soient de votre avis, les LR. Eh bien, écoutez, les sénateurs LR, on va parler une seconde des retraites. Il est vrai que chez les LR, c'est compliqué. On va rappeler les choses. À l'Assemblée, ils étaient pour une retraite à 63 ans. On est d'accord. Ils étaient contre le projet à 64 ans, donc devraient tous être favorables. Écoutez, au nom de la logique. Avant, ils étaient pour 65 ans. Non, au Sénat. Oui. 63 ans à l'Assemblée, 65 ans au Sénat, et contre le 64 que proposait Elisabeth Borne. Et d'ailleurs, dans le texte final, je vous rappelle qu'il y a la moitié des députés LR qui ne l'avaient pas voté. Donc, je pense que chacun va balayer un peu devant chez lui. De toute façon, on verra tout à l'heure avec Julien Dive, qui sera invité à 20h10, de savoir justement ce qu'il décide. Parce que là aussi, il y a une interrogation. Je voudrais, avant la pause, qu'on écoute Sébastien Lecornu, qui a donc annoncé cet après-midi que la réforme des retraites sera suspendue par amendement. Si on veut aller le plus vite possible, avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début de la discussion du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. Est-ce que ça veut dire que du coup, les socialistes sont contraints de suivre ? Ça y ressemble. Ils ne peuvent pas demander d'un côté qu'il n'y ait pas le 49.3, en plus sur les retraites qu'ils le mettent en pause, et après, au final, dire on n'est pas d'accord. Mais attendez, après, il y a le reste. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. L'infirmière, comme on dit souvent. Mais bon, l'infirmière, c'est parce que vous êtes médecin. Je dis aux auditeurs qui n'auraient pas compris la blague. Sur la taxe Zussman, je très clairement, nous sommes farouchement opposés. On se battra contre cette taxe. D'abord, pas moi, les économistes ont dit, eux-mêmes dit qu'elle ne rapporterait pas ce qu'ils pensaient qu'elle rapporte. Mais ils vont la demander. Et deuxièmement, elle est inefficiente. Et trois, il risque d'avoir même un risque constitutionnel. Donc on ne va pas rentrer sur tout ça. Bien. Et je pense qu'on peut trouver un atterrissage sur la fiscalité plus juste. On va en parler de la fiscalité et de ces 14 milliards qui ressortent d'impôts supplémentaires dans le budget dans un petit instant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Louis Alter, journaliste politique au Figaro. Rappelez-moi le titre de votre livre, Les foudres et les cendres. Sur la fin de règne d'Emmanuel Macron. La fin de règne, oui, bon, voilà, on est en plein dedans, et en tout cas, on va voir, on est en plein dans le, comment dirais-je, dans l'expectative de savoir si le gouvernement va être censuré ou pas, et on a vu avant la pause que ça se jouait à quelques voix seulement, selon les pronostics. Mais on va arrêter les pronostics, on va s'intéresser avec Philippe Vigier, notre invité politique sur Europe 1, député Modem d'Eure-et-Loir, sur le budget, avec ses 14 milliards d'impôts supplémentaires. Qu'est-ce que pour vous, de manière un peu philosophique, Philippe Vigier, le mot justice sociale signifie ? Pour moi, le mot justice sociale auquel je suis extrêmement attaché, c'est que ceux qui ont vraiment le plus payent le plus, et ceux qui ont le moins payent le moins, mais tout le monde participe. Donc vous n'êtes pas un libéral ? Si, je suis un libéral.
Vous dites que ceux qui ont le plus payent le plus. Ben oui, parce que quand vous avez un certain niveau de revenus, en plus les contributions qui vont être mises en place, ce seraient vraiment les très très hauts patrimoines. Société mère-fille, il y a 2000 familles concernées, on va aller chercher 2,5 milliards. Est-ce que pour autant demain, pour eux, c'est pas tenable? Je ne le pense pas. Moi, je suis pas du tout. Je suis un homme d'entreprise. J'ai été chef d'entreprise pendant 40 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai investi beaucoup dans les hommes, dans les machines, dans la technicité. Pour autant, là, on est à un moment où, quelquefois, il y a des optimisations fiscales. Je reviens là-dessus. Faut distinguer. Oui, c'est le sujet. Hein. Non, mais vous suivez. L'optimisation fiscale, je suis un de ceux qui a porté ce débat à l'Assemblée nationale depuis longtemps. J'ai dit à votre micro, les fameuses C'est important parce que là, on parle des holdings, hein, justement. Oui, mais notamment. C'est une forme d'optimisation fiscale. Vous savez très bien qu'il y a de l'argent qui dort dans les sociétés mères des holdings. Eh bien, est-ce qu'il a vocation à y rester très longtemps pour échapper à la fiscalité que vous avez, vous, sur vos revenus à vous? Parce que vous, proportionnellement, vous payez beaucoup plus. Vous n'en savez rien. Mais moi, j'en suis sûr. Si vous voulez, quand vous voulez, on sort les déclarations d'impôts et on regarde. Et vous verrez, je me trompe pas. Écoutez, quand on est passé 15 ans en commission de finances, on sait à peu près comment ça marche. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'optimisation fiscale, à un moment, c'est indécent. Je ne dis pas que c'est illégal, mais ça peut paraître comme indécent, alors que celui qui va travailler, eh bien, il a une proportionnalité d'impôt qui fait que quelque part, il ne s'y retrouve pas. Et la troisième chose sur laquelle je lutte, c'est l'assistanat. J'ai toujours dit, j'ai dit à ce micro également, qu'on avait un régime d'indemnisation chômage qui était trop généreux en France, qui n'incitait pas à la reprise du travail. Vous voyez, je mets les mots sur les choses qui, pour moi, sont essentielles. Donc, les sociétés mère-fille, les Cum-Cum, les Carine Interest, les Dutreil, quelquefois dévoyés, on ne peut pas laisser ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On augmente le prix de l'essence et à partir de là, c'est le syndrome gilet jaune qui revient. Adrien Matou, sur ce sujet justement, question à Philippe Vigier. Je suis assez raccord avec vous sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie médiane, c'est-à-dire que la gauche effectivement propose une taxe Zuckman à laquelle vous êtes opposé très clairement. À votre droite, certains vont dire il faut laisser tranquille les entrepreneurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui créent les emplois. Vous défendez une espèce de voie médiane. Si je vous suis, ce que vous proposez, ce sera une contribution des très hauts revenus, à travers notamment cibler ces holdings. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de trouver un compromis qui soit majoritaire à l'Assemblée sur ce sujet? Je pense que oui, pour deux raisons. D'abord, parce que les socialistes savent que leur taxe Zuckman, d'ailleurs Olivier Faure le disait l'autre jour, ils savent qu'elle n'ira pas au bout pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Deux, sur l'ISF, un petit peu d'histoire financière. L'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, pardonnez-moi, vous avez bien fait de me reprendre. Un peu de solidarité que je sur la sache, fortune. c'est un impôt de solidarité sur la fortune inventé chez les socialistes, mais que Nicolas Sarkozy n'avait pas été supprimé. C'est Emmanuel Macron qui l'a supprimé et qui a transformé un impôt sur la fortune immobilière, en IFI. Ouais. Et avec, en même temps, 30% de taxation maximale, all inclusive, comme je dis, tout inclus, ce qu'on appelle la flat tax. Donc, entre l'ISF tel qu'il existait et la taxe Zuckman, me semble-t-il, il y a un chemin qui permet de récupérer... Voyez, attendez, là on parle de deux taxes extrêmement différentes. L'ISF cible tous les contribuables qui ont 1 million d'euros de patrimoine, alors que la taxe Zuckman concernerait 1800 foyers fiscaux en France. Au-delà de 100 millions d'euros. C'est 100 millions d'euros. C'est pas du tout la même chose. Je dis bien, entre la taxe Zuckman et l'ISF tel qu'il existait, que je ne veux pas recréer, bien sûr. Il y a 97 sans l'outil de mais il y a travail, vraiment un monde entre les deux. On est capable. Il y a la taxe Vigier. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que nous défendons depuis de longues années. Entre 1 million de patrimoine et 100 millions d'euros de patrimoine. Mais quand vous avez 1 million de patrimoine immobilier, vous ne payez pas un impôt sur la fortune immobilière? Si. Ça commence à 850 000 et à partir d'1,3 million, vous payez effectivement les choses. Voilà les vrais chiffres. Donc celui qui a un appartement à Paris de 120 mètres carrés, il est tranquille, il est dans la cible. Donc simplement, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que entre les deux chemins, il y a la possibilité de passer. Et puisque vous avez parlé d'argent de Bruxelles, je vous rappelle que l'IFI, ça rapporte un peu plus d'1,5 milliard, que l'ISF de l'époque, l'impôt sur la fortune, rapportait 4,5 milliards. Donc il y a une médiane. Et vous voyez, ça serait le coût de la mise en pause de la réforme des retraites. Ah, mais alors c'est pas la même. On parle quand même pas de la même chose parce que en fait on est dans le déni sur cette histoire de réforme. Déjà, je remarque qu'on se focalise beaucoup sur les recettes. Bon, je sais que la partie recettes est discutée avant la partie dépenses dans le projet de loi de finances, mais quand même, comme par hasard, encore une fois, on ne parle que de recettes, donc des impôts, au lieu de se refocaliser sur les dépenses. Et par ailleurs, le fait que vous liez cette fiscalité à la réforme des retraites, pour moi, c'est un non-sens. Non, parce que si vous dites ça compensera le coût de la réforme des retraites, mais normalement, le système des retraites, il est censé s'équilibrer tout seul. Ce sont les cotisations qui sont censées
payer les retraités, les pensions des retraités. Si on se met à créer des impôts à droite à gauche avec toutes les bonnes raisons du monde de justice fiscale, et malheureusement c'est déjà le cas parce que notre système n'est pas à l'équilibre. Et donc, vous m'expliquerez, je ne veux pas que vous allez défendre votre idée, mais si on se met à créer des impôts nouveaux parce qu'on n'arrive pas à passer des réformes de retraite, ou plutôt qu'on revient sur les réformes de retraite qui ont déjà été actées, mais on va transformer ce bazar fiscal qu'est déjà la France en quelque chose de non seulement incompréhensible, mais qui sera également injuste, parce que normalement, un système des retraites, c'est des actifs qui payent pour des retraités. Mais je vous laisse défendre votre idée. C'est vous qui mélangez les choses, parce que vous mélangez le budget général et le budget de la Sécu. Les retraites, justement, non. Attendez. C'est moi qui fais un peu de pédagogie pour vos auditeurs, comme ça ils vont pouvoir comprendre. C'est très simple. D'abord, je ne crée pas d'impôt nouveau, je dis simplement que la taxe Zuckman sera examinée, et j'essaye d'expliquer quel atterrissage on peut trouver. Point. Après, sur les dépenses, vous devriez écouter les propositions que j'ai faites depuis longtemps. Et on peut faire des très belles économies. Sur les niches fiscales, il y en a 440. On a dans le projet de budget. Oui, mais il y en a 440 sur lesquels on peut aller faire des erreurs. Mais tout le monde va hurler, parce que la niche fiscale, comme on dit, dans chaque niche, il y a un chien, et chacun va veiller. On sait. Il faudra un peu de courage. Deuxièmement, sur les dépenses de l'État. Sur les agences, j'ai fait des propositions pour supprimer 770 agences. Oui, absolument, mais simplement, ça coûte, vous savez, le transfert des agences, il est passé de 29 milliards. Le coût des agences, il y a 10 ans, c'était 29 milliards. C'est 90 milliards à l'heure actuelle. On est d'accord. Croyez pas qu'on peut pas aller chercher 3 à 4 milliards. C'est pour ça que je vous parle des dépenses. Donc, quand vous parlez des dépenses, vous voyez, je vous emmène sur le schéma des dépenses. Très bien. Moi, je ne suis pas là pour la fiscalité. J'en ai ras-le-bol, comme tous les Français, d'avoir un niveau de fiscalité qui est confiscatoire. Simplement, quand on fait de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire ne pas payer le vrai montant d'impôt qu'on devrait payer, pas de façon illégale, je le reprécise. Quand on va taxer ceux qui ont les 1800 familles avec les plus revenus, je pense pas qu'on va les priver, me semble-t-il, de marge de manœuvre demain. En revanche, là, vous avez raison, sur la Sécu, sur les retraites, mais pardonnez-moi, elle est en vous un de ceux qui a défendu la suppression des régimes spéciaux, soutenu par Madame Le Pen. Parce que dans ces retraites, vous voyez, demain, il y a quand même la motion de censure. Moi, je vais regarder avec beaucoup d'attention ce que vont faire les députés Rassemblement National. Et puis vous allez qui étaient pour la réforme des retraites. Pardonnez-moi. Parce que Madame Le Pen, la présidentielle, elle voulait faire quoi sur les retraites? Au départ, elle voulait 60 ans. Et après 62 ans. Alors que je vous parle, nous sommes à 62,9 années. Donc, elle finirait de creuser encore le trou de la sécurité sociale. Ça dépend, elle va peut-être changer encore de chiffres, mais en attendant, vous regarderez aussi la niche fiscale du RN, parce que je crois que c'est le 30 octobre, et là, il y aura vraiment les propositions détaillées du Rassemblement National. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, c'est le vrai prix de l'exception migratoire algérienne. C'est le rapport parlementaire sur le coût de l'accord de 68, le fameux accord entre la France et l'Algérie. L'un des deux députés qui portent ce texte, le député EPR des Yvelines, Charles Rodwell, était l'invité de Pascal Praud tout à l'heure. On est quand même dans des situations assez ubuesques qu'il faut qu'on mette en avant et que je veux souligner. Si vous avez un Algérien, 100% Algérien, qui a travaillé 40 ans de sa vie, 20 ans en Algérie, 20 ans en France, il va donc toucher la moitié de sa pension de retraite selon l'accord qui va lui être versé par la France. Moi, je considère que c'est légitime. Il a cotisé la moitié de sa vie en France, donc il mérite la moitié de sa pension de retraite versée par la France. Et l'accord dit que la sécurité sociale algérienne doit lui verser l'autre moitié. Le problème, c'est que l'Algérie dénonce cette disposition-là. Donc, il y a des milliers de gens, pas l'argent. Il y a donc des milliers de gens qui se retrouvent sans la moitié de leur pension de retraite parce qu'elle n'est pas versée par la sécurité sociale algérienne. Ces gens-là, le choix qui a été fait, c'est de ne pas les laisser sans rien. Et donc la France leur verse ce qu'on appelle l'ASPA, l'aide sociale aux personnes âgées. Et c'est un des exemples qui conduit justement à cet accord de 1968. Philippe Vigier, est-ce que vous trouvez cette situation normale aujourd'hui en France ? Non, cette situation n'est pas normale, comme la situation que vous connaissez comme moi, du fait que lorsqu'il y a des personnes qui sont sous le coup de ce qu'on appelle une OQTF, obligation de quitter le territoire français, l'Algérie ne les accueille pas. Qu'est-ce que fait le MoDem là-dessus C'est pas qu'une affaire de parti politique, c'est aussi l'affaire du gouvernement, mais pas le gouvernement seul. Avec Bruno Retailleau. La patate est tellement chaude que je la relance là. Je vous réponds très librement et très directement. Je vous rappelle que Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, essayait de ferrailler tous les jours avec les Algériens. On sait que c'est hyper compliqué pour les raisons que vous connaissez. C'est compliqué, on fait tout autant que moi. On appuie sur le bouton, tout est réglé. Quand est-ce qu'on va enfin avoir avec l'Algérie des relations absolument normales? Je vous pose la question. Comment? Je vous pose la question. Quand est-ce qu'on va avoir le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est MoDem, pour être très précis. Je crois que s'y emploie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Dire le contraire. Pour autant. Est-ce que c'est la bonne méthode de M. Barrot?
qui est une méthode douce, on va dire. Ce qu'il a dit lui-même, d'ailleurs. Je vais vous dire, elle voit les limites, malheureusement, de nos relations avec les Algériens à l'heure actuelle. Le président de la République avait vu le président de la République algérienne. Pour autant, rien n'a bougé. Je suis d'accord avec vous. Vous avez une pensée pour Boualem Sansal ce soir, Philippe Vigier? Oui, bien sûr, je pense à lui en particulier. Mais je vais vous dire que ce sujet avec l'Algérie est pour nous un drame qu'il nous faut absolument régler, et on n'y arrive pas pour le moment. Et ce sujet des retraites est un dommage collatéral que je connais. Merci Philippe Vigier. On se voit bientôt. Bientôt. Parce que demain est un grand jour. Écoutez, nous verrons si demain... soit les morts, soit les vivants. Oui, on verra s'il y en a qui préfèrent envoyer leur pays dans le mur, tout simplement et directement. Madame Le Pen, qui avant essayait de donner une image de respectabilité. Une image de respectabilité. Vous avez donné votre point de vue. Non, mais en ne voulant pas... Je vous demande de conclure en quelques mots. Vous me faites une litanie. Mais non, mais simplement dire qu'elle voulait être respectable à la différence des Insoumis. Vous en bafouillez, comme dirait Sonia Mabrouk à Manuel Bompard. Ils prennent les mêmes formules, je ne bafouille en aucun cas. Écoutez, demain, je souhaite que ce gouvernement ne tombe pas, au moins pour la stabilité. Et moi, j'ai entendu ça dimanche. Débrouillez-vous, organisez-vous, votez-nous un budget. C'est dit, c'est fait. Merci beaucoup, Philippe Vigier.